نقدروش اسيستي لي تو وي ما تابعهم وي راهو اونجستري وي. يعطيك الصحة. اوكي بدا مزيان صح. الشيخ تحطه في لاشين يوتيوب تاعك ياك شيخ؟ نحطوه في لاشين ولا نبعثو لكم؟ دوك نشوف نحطو في لاشين. حطيتو في لاشين نبعث لكم لي. صح شيخ. Ok. Donc l'architecture du cours, donc vous avez les généralités, les mesures du champ géomagnétique, la variation du champ géomagnétique. Donc on a vu que le champ géomagnétique est un champ assez complexe. Donc il est complexe dans le temps et dans l'espace. C'est les deux. Donc la variation du champ géomagnétique, donc elle varie d'une position à une autre. Donc la variation elle est plutôt liée à la latitude du point et non à la longitude. Donc la variation est du sud vers le nord. Les aimantations thermiques liées au champ géomagnétisme. Le champ géomagnétique agit comme un aimant. Donc, et aussi les sources thermiques, les sources géologiques thermiques agissent comme des petits aimants thermiques, mais qui ont les mêmes rôles. Donc, ils produisent thermique un autre champ, un champ secondaire. Et à partir de là, on peut faire avec l'analyse des aimantations des roches, on peut faire de l'archéomagnétisme et du paléomagnétisme. Ce qui nous intéresse le plus dans le domaine par exemple l'analyse de la géodynamique des bassins à une échelle large. Ce qui nous intéresse le plus dans le domaine, c'est le paléomagnétisme. Donc, ce sont les enregistrements qui donnent sur les roches, qui donnent une idée assez claire de la variation du champ magnétique à des échelles géologiques, c'est-à-dire à des échelles larges. Je suis avec les anomalies magnétiques et leur interprétation thermique. Donc, on a vu que les sources magnétiques produisent plusieurs champs. Et l'interprétation est liée aussi à la nature de la source, la nature de la source magnétique, la géométrie, et plus le champ magnétique de départ, le champ magnétique primaire, la source. Donc voilà, donc c'est pas la peine de le cours complet parce que le cours t'as 1 heure ou 1 heure et demie, donc on a vu une introduction du cours. Je fais les paramètres et unités utilisées. Surtout le moment magnétique, donc qui désigne un petit peu l'intensité du champ magnétique. On l'a fait en TD, donc on a fait en exercice, donc on a bien expliqué l'intensité du moment, les unités techniques de mesure techniques dans le TD, la relation entre le moment magnétique et l'induction magnétique aussi. Donc on l'a vu en TD technique, on l'a vu en TD de façon plus large. Autre chose, les repères du champ géomagnétique, ce qu'il faut savoir, c'est que le champ, il est tellement compliqué, le champ géomagnétique, il est tellement compliqué qu'il fallait le définir en 2 repères. Donc, vous avez le repère principal, ou le repère régional ou la globale, donc qui est associé à la forme de la Terre, il est associé à sa position dans la sphère terrestre. Donc, et là, on a vu que le champ géomagnétique varie en fonction de la latitude du point. Donc, le premier repère qui est associé au champ est le repère géocentrique. Mais à chaque station de mesure, on a vu que de par le monde, il existe des stations qui peuvent mesurer le champ géomagnétique. Mais pour mesurer les coordonnées du champ, les composants du champ géomagnétique, il fallait en second lieu choisir un autre repère, ce qu'on appelle le repère local, qui est un repère cartésien. Donc, ce repère cartésien permet de décomposer le champ géomagnétique en un vecteur H du champ géomagnétique, le vecteur F du champ géomagnétique total et aussi les 2 angles qui nous intéressent le plus. Monsieur, attendez s'il vous plaît, كاين دي جون ici يدخلوا ما قدروش قالوا لك اكسبتي. ما عندوش هاد لاكسبتي. علاش راه يدير هكذا؟ باسكو نستناو تشوفوا دقيقة. Je vais voir où est le problème. Bon, je vais arrêter le partage. Hop, je vais arrêter le partage. Pas de mettre tous, on est pas de mettre tous ou فهمتش. J'ai mis tout le monde خلاص. Normalement كاين كاع هنا. Normalement كاع هنا. إلا كاين شي واحد آخر قولوا لي.
Donc là, je continue. خبك نشوفوا شوف est-ce qu'il y a une option هنا في paramètres نشوف البارامتر est-ce qu'on peut admettre tout le monde directement ما كان لها salle d'attente oui voilà. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, هكذايا c'est bon. Je vais mettre oui. Donc, je repartage. Comme le repère global, le repère, donc, les repères en géométrie se divisent en deux. Donc, un repère global où le champ géométrique varie en fonction de la position du point et un repère local qui vous permet de calculer les composants du champ géométrique. Donc, on utilise généralement les deux. Donc, le repère global vous permet d'avoir une idée sur la position sur la valeur du champ géomagnétique ou de sa variation en fonction de sa position, Et le repère local vous permet de déterminer les composants du champ géomagnétique. Les composants de TD, donc vous avez l'inclinaison, la déclinaison et les 7 composantes du champ géomagnétique. Donc vous avez 7 composantes, TD, donc c'est pas la peine de reprendre les choses. Donc, comme les composantes, et vous avez les relations entre les composants. Ça d'attente, donc, on a vu aussi les mesures du champ géomagnétique, on a vu les mesures absolues et les mesures relatives du champ. Au Schnabel, les mesures absolues se fassent dans les observatoires, donc elles se mesurent dans les observatoires, donc il y a des observatoires prédéfinis. Vous pouvez aller sur le site de l'IPGPFR et vous avez la liste des observatoires du champ géomagnétique. L'un des observatoires qui est les plus stables donc il existe un observatoire où les données sont publiées régulièrement dans des catalogues, donc les catalogues sont annuels, mis à disposition par l'IPGP de Paris. Et vous avez aussi donc, les mesures relatives aussi, donc qui sont liées à la variation du champ géomagnétique. Donc, les mesures absolues, la mesure absolue tel champ, la valeur absolue tel champ en un point, et les mesures relatives vous donnent en relation, relative, donc vous donnent les variations temporelles et spatiales. On peut dire spatiales, et là, on peut comparer entre deux observatoires, mais sur le même observatoire, il y a toujours des variations temporelles tel champ. Et vous avez les mesures spatiales aussi, à partir des données de satellites, les données de satellites, les satellites utilisés, comme satellite champ, comme Grace qui est utilisé dans la gravité, parce que des fois, il est embarqué ou fait un magnétomètre, et on fait les mesures spatiales. Donc, il est embarqué au magnétomètre, fait une sonde spatiale, donc un satellite, et on fait les calculs. Les satellites les plus connus dans le domaine du géomagnétisme, comme Ørsted normalement, au champ. Les deux satellites qui sont les plus connus. Je vous invite à voir la vidéo, l'introduction, la présentation de M. Hamoudi, Facebook, le lien, le Geophysical Club. Donc, dans une intervention donc vous avez une présentation assez riche sur ce que c'est le géomagnétisme. Le champ géomagnétique, il est très très compliqué, donc c'est pour ça qu'il varie temporellement. Donc en temps, le même observatoire, vous avez des variations temporelles. Calculer le champ géomagnétique lié au calculer le problème qui se pose, c'est que même chaque heure, vous avez des fréquences, vous avez des variations du champ. 8 heures, 12 heures, une journée, donc vous avez des variations du champ géomagnétique. Vous voyez un petit peu les fréquences de variation du champ. Voilà. Donc, ça va de quelques heures jusqu'aux années, jusqu'à une année et même plus.
Donc, généralement, les variations temporelles sont liées à des causes externes. Donc, c'est lié généralement aux astres qui sont proches d'une autre, de la Terre. Et l'un des astres qui influence le plus le champ géométrique est le Soleil. Donc, le Soleil a des activités, des fois, des activités solaires anormales qui font que le champ géomagnétique varie de façon anormale. De façon normale, يعني donc sur quelques périodes, mais aussi l'activité solaire aussi, ou l'activité des autres astres aussi, couplée aux autres astres, permettent de voir que ces variations peuvent aussi être journalières et plus aussi. Donc, elles peuvent être journalières et moins, de quelques heures à quelques jours. Donc, ce qui fait que ce champ est compliqué temporellement et spatialement. On va نشوفوا الحوايج qui nous intéressent le plus, c'est les variations liées aux sources internes de la Terre. Donc, on va voir que là aussi, les choses sont plus compliquées que prévu. هضرنا تانيك على la représentation analytique du champ géomagnétique. On a la représentation analytique. Pourquoi on choisit une représentation analytique? Parce que tout simplement, احنا نسجلها يبعثوا لي autorisation تاع l'enregistrement نسجل معليش. اللي يحب يسجلها, il n'y a pas de problème, mais نسجل تانيك. Je suis en train d'enregistrer le document. Donc, la représentation analytique du champ géomagnétique. Donc, pourquoi on représente analytiquement ce champ? Tout simplement parce que le champ, il est compliqué. Il est tellement compliqué que la seule façon de décomposer ce champ est de le faire de façon analytique. Avec la décomposition analytique déjà, donc on voit que analytique, elle est en opposé du numérique. On utilise les sommations sur des suites, on utilise les intégrales. Donc, on ne va pas calculer, on ne va pas résoudre un problème d'intégrale, mais un problème de sommation, un problème de suite. Suite des polynômes. Les polynômes, c'est une forme complexe de suite numérique. Donc, on voit que la décomposition de ce champ géomagnétique ou de ce potentiel, on calcule le potentiel magnétique, donc il se décompose en un potentiel d'origine interne et un potentiel magnétique d'origine externe. Donc, vous avez deux origines pour le champ géomagnétique terrestre. Vous avez P qui désigne les polynômes de Legendre et vous avez les coefficients de Gauss qui sont calculés en nanotesla. Donc, c'est des valeurs de champ. Donc, les coefficients, c'est des champs en quelque sorte. Donc, on a vu que ces coefficients sont calculés par l'International Geomagnetic Reference Field, donc ce qu'on appelle l'IGRF, et ces champs et ces coefficients, ils sont mis à jour chaque 5 années. Donc, chaque 5 années, on change les coefficients de champ géomagnétique. Donc, ces coefficients vous permettent d'avoir une idée sur les champs géomagnétiques. Ils peuvent permettre de calculer de façon un petit peu proche de la réalité, le champ géomagnétique dans n'importe quel observatoire. Et puis après, on voit ce qu'il y a des anomalies. Est-ce que le champ qu'on a calculé, il est proche du vrai, ou est-ce qu'il y a un décalage par rapport à ce qu'on a enregistre, ce qu'on enregistre sur les stations? S'il y a un décalage qui donc soit les coefficients les mitraoudou, soit vous avez une anomalie due à une activité anormale du champ géomagnétique. Voilà. Autre chose importante, c'est que les champs géomagnétiques, le potentiel magnétique, donc ce champ dérive d'un potentiel, donc B est égal à moins gradium de V. Donc, ce qui fait que les méthodes de géomagnétique, c'est ce qu'on appelle des méthodes de potentiel. Donc, qui utilisent le potentiel, qui utilisent un potentiel comme source de champ. Donc, avec les coefficients de l'IGRF, donc on a noté cela, et vous avez ici le gradient, on a noté cela par année. Je fais avec les polynômes, la définition polynomiale, ou le développement polynomial, le degré de développement du polynôme est de 1 jusqu'à 13. Je fais c'est que le polynôme 1 désigne un champ dipolaire, mais les deux autres polynômes, 2, 3, 4, désignent des sources de champs non dipolaires. Donc, ce qui fait que le champ principal, il est généralement avec un n, avec un polynôme, avec des développements polynomiaux simples d'ordre 1.
Mais après, si on veut compliquer les choses, donc on aura des développements d'ordre 2, 3, 4, 5 jusqu'à 13. Et ce développement vous donne une idée sur les composantes non dipolaires du champ géomagnétique. Mais puisque 90% des composantes dipolaires, du composant des champs magnétiques sont dipolaires, donc des fois, on arrête les développements à n égale à 1. Le 2, 3, etc. Sauf si on veut voir les choses plus en détail. شفنا تانيك pour les شفنا تانيك le champ hydraulique, donc le calcul du champ géomagnétique في les stations montre clairement que le champ est dipolaire. Vous avez deux pôles. Donc vous avez les variations positives et les variations négatives. Et vous avez là, par exemple, l'inclinaison, vous avez une symétrie. Une symétrie, là, la ligne en vert. Donc c'est le champ où il y a les isovaleurs de 0. Et puis vous avez des valeurs positives et négatives. Donc, on voit très bien que le champ varie en dipôles, donc comme deux dipôles, un pôle positif et un pôle négatif. Donc, la symétrie, elle est lorsqu'on calcule les inclinaisons, mais aussi dans le domaine des déclinaisons. Sauf que la symétrie des déclinaisons est une symétrie est-ouest. Donc, les valeurs positives, négatives, etc. Donc, vous avez une symétrie en est-ouest. Et vous avez le calcul du champ magnétique total. Là, pour la troisième planche. Voilà, donc le calcul a été fait à l'époque 2015, en 2015. تعاودوا les calculs تعاودوا تسيبوا une symétrie, mais vous كتحسبوا les d'autres coefficients, donc ديروا une mise à jour des coefficients, تحسبوا d'autres magnitudes. Mais généralement, le champ ne varie pas trop, sauf si on est dans des épisodes d'orage magnétique où vous pouvez avoir des variantes les zones de haute latitude. Des latitudes qui sont de 40 degrés à peu près, les régions polaires. Donc, c'est des variations par rapport aux cartes là, comme tu vois maintenant. Donc, voilà qu'on a le champ, il est dipolaire, on chauffe là. Donc, la dipolaire, la Terre peut être modélisée par un aimant. Donc, la Terre elle agit comme un aimant en quelque sorte. Un pôle négatif et un pôle positif, et vous avez l'inclinaison du champ. Donc, vous avez une inclinaison maximale des Rahenaya. Voilà. Et puis, vous avez la verticale, I est égal à 90 degrés, I est égal à 0. L'équateur, I est égal à 0. Voilà. Et vous avez l'inclinaison. L'inclinaison, c'est un angle. Donc, je vais chauffer l'angle d'inclinaison qui va chercher les vecteurs, et le 90 degrés. معناتها لو كنتحكموا باغ اكزومبل كنخرجوا في لي كورس تيرستر وفي الجلوب تيرستر وتحطوا باغ اكزومبل مسامر في اسمه ضربوا مسامر راح يشكلوا لكم هكذا يشكلوا لكم دي لينيو دو شون يتبعوا ليمون دونك لا تيغ اجي كوم ان ايمون كيشكل لكم لي لينيو دو شون voilà pour le donc le degré polynomial d'ordre 1. Donc la Terre agit comme un dipôle, donc il suffit pour le champ magnétique terrestre, donc de manière générale, donc on peut le modéliser par un développement polynomial d'ordre 1 parce que tu vois G1 0 donc on va حتى 2 3. Ou le champ géomagnétique, la plupart de ces parties peut être décrite par ces trois composantes. Les trois composantes du champ harmonique. Pour le champ dipolaire. En fait, le problème qui se pose, c'est que même pour le champ dipolaire, donc là, on simplifie les choses. Les choses sont un petit peu plus compliquées que prévu. Donc là, en quelque sorte, on a vu que le pôle géographique et le pôle magnétique n'étaient pas sur la même lignée. Donc, il fallait incliner, pour avoir une idée réaliste du champ géomagnétique, il fallait incliner l'aimant par un angle de 11 degrés à peu près. Donc là, lorsqu'on incline l'angle, on voit qu'en fait, on ajoute du polynôme. On ajoute du polynôme, on ajoute des composantes H polynomiales. Donc, on ajoute 1 degré du pôle, 1 degré. Donc, 1 égale à 1, M est égal à 1. Donc, on ajoute 1 degré de polynôme. Donc là, ce champ représente à peu près 95% des caractéristiques du champ géomagnétique terrestre. Voilà. Et on retiendra surtout que le champ est dipolaire. Donc, هذا هو المغزى على الديابو هذه. Et on vous dit ici donc tous les ordres supérieurs de l'IGRF de n égale à 2 jusqu'à 13 représentent ce qu'on appelle le champ non dipolaire.
On a vu aussi l'aimantation, donc on a vu l'aimantation induite et rémanente. Donc, c'est les deux types d'aimantation associés à une roche. Donc, هنايا باش نقول على لكم on parle du globe terrestre d'une manière globale qui agit comme un aimant, mais les sources géologiques qui existent dans le sous-sol aussi peuvent aussi agir comme un aimant, comme des aimants avec des sarrafs. Donc là aussi, si on suppose, oh pardon, سمحوا لي برك. Donc il y a toujours des personnes qui rentrent dans la salle d'attente. ما فهمش علاش يجوا دوكا ومن بعد يبلوكيونا هنايا معليش. Donc là aussi, lorsqu'on étudie l'aimantation, le champ magnétique associé à une roche, là aussi, il faut se mettre à l'évidence que la roche aussi doit être aussi modélisée comme un aimant. Donc, il y a comme la terre qui est un aimant كبير والداخل تاني vous avez les roches, ça compte les roches dans le domaine de la géologie, dans le sous-sol, comme des roches qui agissent comme des petits aimants. Donc, le champ magnétique aussi calculé par l'aimantation induite ou la rémanente calculée pour les roches et aussi une aimantation dipolaire. Et aussi sur des problèmes dipolaires. Donc, l'aimantation que peut constituer une roche peut être de deux types. Donc, vous avez une aimantation induite, donc il y a l'aimantation induite et rémanente. Voilà. Donc, pour l'aimantation induite, donc elle est proportionnelle au champ général, au champ induit, champ IGA. Et cette aimantation disparaît lorsqu'on supprime le champ magnétique. Par exemple, l'aimantation induite, lorsque vous faites un forage, puis une roche derrière, il y a une aimantation induite, lorsque vous la faites sortir de son milieu où le champ était, où il y avait un champ inducteur, où il y a par exemple comme des mouvements magmatiques là, qui font que le champ fait varier cette aimantation induite. Donc, lorsque vous faites sortir cet échantillon, donc l'échantillon va perdre cette aimantation induite. Ou chez l'aimantation rémanente. Donc, l'aimantation rémanente, c'est une aimantation qui est gardée, même si on fait sortir le matériel de son milieu naturel, donc elle reste, et aussi, elle est aussi là, elle est aussi gardée par la roche à travers des temps géologiques, même si le champ inducteur est roche, donc, parce que des fois, vous avez un champ inducteur qui est lié à des mouvements globaux, des basculements géologiques. Donc, le champ est roche, donc, mais le champ est roche, donc l'aimantation est rémanente, la roche c'est rien. Et cette aimantation rémanente est très importante parce que c'est elle qui nous décrit un petit peu en laboratoire l'histoire magnétique de la roche. Donc, qui dit l'histoire magnétique de la roche dit une reconstitution de l'histoire de la Terre en quelque sorte, de la dynamique de la Terre, de la tectonique, etc. Donc, vous avez ces deux types d'aimantation induite et rémanente. Vous voyez un petit peu la différence entre les deux. C'est ce qu'on a vu. On a vu aussi que l'aimantation rémanente, donc si on veut étudier l'aimantation rémanente, il faut comprendre aussi comment cette aimantation elle est disposée par rapport à son champ primaire, son champ induit. Donc, vous avez, pour cela, il faut comprendre le magnétisme de la matière, le comportement magnétique de la matière. Et là, la matière, si elle est soumise à un champ, elle va avoir trois types de comportements différents. Donc, ça dépend de la matière en elle-même. Donc, vous avez le diamagnétisme, donc où l'aimantation que prend la roche, elle est en sens inverse par rapport au champ magnétique appliqué, primaire, l'IGA. Donc, vous avez aussi le paramagnétisme. Vous avez la plupart des exemples sur les corps solides, liquides, gazeux, etc. L'exemple des filons aurifères taniques, où on a comme une aimantation qui est inverse par rapport au champ de départ. Vous avez aussi le paramagnétisme, donc qui est lié à des phénomènes ioniques. Voilà, et cette aimantation aussi, elle est positive par rapport au sens du champ géomagnétique de départ. Mais le problème, c'est que cette aimantation paramagnétique, elle est faible, donc elle est difficile à calculer. Et elle diminue aussi avec la température, elle devient quasi nulle.
quand le champ est interrompu. Donc en profondeur, cette, ce- cette aimantation disparaît généralement. Elle diminue. Donc pour les roches profondes et pour avoir une idée sur les phénomènes profonds, donc c'est difficile de reconstituer l'histoire de ces roches à partir des roches profondes, à partir du paramagnétisme. Et vous avez le troisième type de comportement qui est le ferromagnétisme. Donc cette aimantation, elle est beaucoup plus importante que le paramagnétisme. Elle est largement utilisée pour les roches soit superficielles ou profondes. Et elle se poursuit aussi lorsque le champ est supprimé. Donc c'est une aimantation rémanente assez large. Donc même si les essais de labo, les corps ferromagnétiques donc, nous donnent une idée très très large de l'évolution du champ géomagnétique. Les corps ferromagnétiques, ils peuvent enregistrer le champ géomagnétique pendant des échelles géologiques très très larges. Donc, c'est les corps qui sont généralement utilisés pour le paléomagnétisme. On est généralement dans les roches ferromagnétiques, c'est elles qui nous donnent une idée sur l'histoire magnétique ou les liens entre les liens entre la magnétisation de la roche et son histoire magnétique et tectonique aussi. Son évolution, il y a les géologiques, tectoniques, etc. Donc, ces corps enregistrent l'histoire magnétique antérieure, voilà. Donc, comme les types, les chenarums, l'aimantation, donc l'aimantation rémanente, vous avez beaucoup d'autres types. Donc, vous avez des comportements aussi, donc qui sont liés à la température, surtout la température et aux problèmes aussi de viscosité des fluides, des problèmes chimiques, etc. Donc, on a vu aussi qu'à partir des aimantations ou d'une analyse d'aimantation, on a pu développer deux sortes de disciplines. Donc, vous avez l'archéomagnétisme qui consiste à calculer ou à avoir une idée sur l'histoire du champ géomagnétique, mais sur des échelles archéologiques, des échelles très, très courtes, de quelques milliers d'années à peu près. Et vous avez ce qui nous intéresse le plus, les analyses de la géodynamique, par exemple, des bassins sédimentaires ou l'histoire des bassins sédimentaires ou l'histoire d'une tectonique régionale, l'histoire de l'évolution d'une tectonique régionale, c'est-à-dire le paléomagnétisme. Donc, cette discipline nous aide à avoir une idée sur des phénomènes régionaux et durables en temps aussi, durables en temps géologique. Donc voilà, donc les échelles les plus larges et les reconstitutions à des échelles larges utilisent plutôt le paléomagnétisme que l'archéomagnétisme. Mais si vous voulez faire une reconstitution de l'évolution et de la variation du champ géomagnétique sur des échelles courtes, vous pouvez utiliser les poteries, les pièces archéologiques et voir un petit peu l'évolution du champ sur des périodes d'échelle de temps courtes, voilà, par rapport au paléo. Les paléos, peut-être des millions d'années. Donc, le paléomagnétisme, donc, l'une des applications du paléomagnétisme, c'est-à-dire l'analyse de la reconstitution du champ géomagnétique sur des échelles très très larges. Donc, l'une des applications du CHNAR, qui nous intéresse le plus, le domaine du bassin sédimentaire, c'est l'exemple de la reconstitution de l'histoire tectonique à la limite des plaques Afrique et Asie. Donc, pour cela, on a choisi, il y a beaucoup de bassins associés à cette limite de plaques. Vous avez les bassins de Chélif, le bassin d'Alboran, le bassin d'El Hoceïma, les bassins aussi en Tunisie tannique, les bassins florani tannique. Donc, l'un des bassins qu'on a choisi comme exemple, et les deux bassins. Le bassin de Chélif et de la Métijo. Donc, pourquoi je vous ai choisi ces deux bassins? Tout simplement parce que les données qu'on a du paléomagnétisme, de l'analyse paléomagnétique publiées sont sur ces deux bassins. Et l'autre chose qui est aussi intéressante sur ces deux bassins, c'est que ces deux bassins, c'est des deux bassins actifs. Donc, il y a beaucoup de sismicités qui sont associées à ces deux bassins. C'est des bassins néogènes, donc, qui continuent à évoluer. Donc, maintenant, je fais des bassins passifs qui me fait le sud. Et surtout, c'est que ces deux bassins sont liés à la tectonique. Qui me fait les bassins qui me font la couille donc c'est des bassins intramontaines qui me font. Donc, où la tectonique, un petit peu condition, c'est
l'évolution de ces deux bassins. Donc, vous avez beaucoup de failles actives qui longent ces bassins. Et la reconstitution de l'histoire de ces bassins est une reconstitution aussi tectono-sédimentaire. Et à partir de l'analyse de l'évolution de ces deux bassins, vous pouvez comprendre la tectonique de la région et aussi la sédimentation, aussi